Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la COP29 à Bakou n'a pas satisfait tout le monde. La promesse des pays riches de débloquer au moins 300 milliards de dollars par an de finances climatiques pour les pays pauvres d'ici à 2035 est une avancée par rapport aux 100 milliards promis précédemment, mais c'est loin d'être suffisant pour soutenir la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique des pays en développement. La déception des pays concernés et des organisations de défense de l'environnement relance en tout cas la critique de ce format de conférence annuelle comme moyen d'impulsion de la transition écologique dont le monde a besoin. Alors faut-il réformer les COP ? Pour cet épisode, j'ai interrogé Kelly McNamara, journaliste à la rubrique Environnement à l'AFP à Paris, et le politologue et spécialiste du climat, François Gémen. Sur le fil. Nous quittons Bakou en sachant que nous avons réalisé des progrès dans certains domaines, mais que ce que nous avons obtenu est loin d'être à la hauteur de nos espérances. Aucun pays n'a obtenu ce qu'il voulait et nous quittons Bakou avec encore un immense travail à accomplir. Ce n'est pas le moment de se féliciter. Nous devons nous fixer des objectifs et redoubler d'efforts sur la route de Belém. Comme le résume Ali Mohamed, chef des négociateurs du groupe africain, ou encore Simon Stiell, secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP29 n'a pas été une grande réussite. Selon beaucoup de participants, les aides financières promises n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Écoutez Kelly McNamara. And it was a really tough, brutal negotiation. C'était une négociation très dure, même brutale. Et je pense que c'est aussi la conséquence de l'élection de Donald Trump, un climato-sceptique qui ne va probablement pas encourager la finance climat à l'avenir. Il y a vraiment cette impression que les pays riches n'arrivaient pas avec des poches pleines de cash à distribuer. Et c'est aussi la cause sous-jacente de la difficulté de ces négociations. Elles ont même été au bord de la rupture. And that really underpinned how difficult these negotiations were. Et donc au final, il y a cet engagement de 300 milliards d'ici à 2035. Et 2035, eh bien c'est loin. Which was at least $300 billion by 2035. That's by 2035. So we're talking a long time in the future. La somme a l'air importante, mais reste largement insuffisante. Des économistes mandatés par l'ONU ont fixé leurs besoins à 1300 milliards pour faire face au dérèglement climatique et sortir des énergies fossiles. Selon l'accord, ces 300 milliards sont censés être un premier pas pour atteindre ces 1300 milliards grâce à d'autres sources de financement comme des investissements privés, des nouvelles taxes ou de nouveaux pays contributeurs. Mais tout cela reste encore à déterminer. So you see the enormous gap between those two numbers. And that's actually reflected in the deal in Baku. On voit cet énorme delta entre ces deux montants. Et c'est tangible aussi dans le texte de l'accord. Ils admettent qu'il va falloir trouver encore 1000 milliards dans cet intervalle de temps. Et c'est une énorme somme d'argent. On n'a pas beaucoup de détails sur la manière de combler ce déficit, ce qui explique la frustration des pays en voie de développement. Au petit matin, dimanche, il y avait l'Inde et le Nigeria et les pays moins avancés qui se sont levés et qui ont dit « ça ne va pas assez loin ». Il y en a qui ont dit que c'était insultant, que c'était une blague. Écoutez une déléguée indienne, Chandni Raina, elle ne cache pas sa colère. This document is nothing more than an optical illusion. Ce document n'est rien de plus qu'une illusion d'optique. À notre avis, il ne répondra pas à l'énormité du défi auquel nous sommes tous confrontés. C'est pourquoi nous nous opposons à l'adoption de ce document. L'Inde s'oppose à l'adoption de ce document. Nous vous demandons de bien vouloir prendre note de ce que nous venons de dire dans cette salle.
Juste avant la COP, l'ONU avait sonné une nouvelle fois l'alarme. Les engagements climatiques actuels des pays ne sont pas du tout sur la bonne voie pour contenir le réchauffement à 1,5 degré et ainsi éviter les conséquences les plus catastrophiques. Ces engagements mènent pour l'instant à seulement 2,6% de baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2019 au lieu des 43% préconisés. Face à ces statistiques, c'est un peu la déprime qui nous guette. Et on peut se poser la question, à quoi servent les COP ? Eh bien, la réponse des experts est unanime, elles sont indispensables. So we've had 29 COPs now. On a donc eu 29 COP et lorsqu'elles ont commencé, on prévoyait un réchauffement global d'environ 4 degrés d'ici à la fin du siècle. C'est vraiment très grave. C'est catastrophique pour les sociétés humaines, les écosystèmes dont nous dépendons. Nous sommes actuellement sur la voie d'un réchauffement compris entre 2,6 et 3,1 degrés. C'est toujours catastrophique, mais c'est mieux. Nous sommes toujours loin de pouvoir inverser la tendance suffisamment. That is still catastrophic, but it is better. Mais d'un autre côté, il y a une boutade là-dessus qui dit que s'il n'y avait pas eu de COP, il faudrait les inventer. Parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où l'on peut avoir une plateforme pour près de 200 pays qui se réunissent et qui essaient de parvenir à un consensus. Nearly 200 countries to come together and try and reach consensus. Quel autre endroit existe pour que les voix des plus vulnérables puissent être entendues ? Et le fait que des groupes de pays comme l'Alliance des petits États insulaires, comme les pays les moins avancés, aient une voix qui porte autant et qui soit importante dans ce processus, eh bien, cela lui donne de la légitimité. L'Alliance des petits États insulaires dont parle ma collègue compte 39 pays, particulièrement affectés par l'élévation du niveau des océans. On y retrouve des pays comme les Fidji, les Samoa, Vanuatu ou encore les Maldives. Mais si la COP n'avance pas assez vite, on peut se poser la question de comment améliorer ce processus. Des pistes existent. Actually, you've had like the former head of the UN, Ban Ki-moon. En fait, l'ancien chef de l'ONU, Ban Ki-moon, s'est joint à l'ancienne chef de l'ONU Climat, Christiana Figueres, et à d'autres scientifiques du climat de premier ordre pour demander des réformes. Ils sont toujours très attachés à l'action des COP, mais ce qu'ils disent, c'est qu'il faut maintenant passer d'un processus axé sur les négociations à un processus centré sur la mise en œuvre. That is focused on negotiations to a process that focuses on implementation. C'est très difficile puisqu'il s'agit en fait de mettre en place des mesures qui permettront de suivre les progrès des pays. Et les pays ne respectent pas encore les engagements qu'ils ont pris en matière de climat. Il suggère également de renforcer la place accordée à la science. Il y a un appel pour que la représentation des scientifiques ne soit pas marginale, mais qu'elle ait autant de poids que, disons, le lobby des combustibles fossiles, voire plus même. J'ai aussi interrogé François Gémen, co-auteur du 6e rapport du GIEC. Entre deux déplacements, le politologue belge nous a envoyé quelques réflexions par note vocale. Alors, il y aurait 1000 choses à faire pour réformer les COP. Je pense notamment qu'on pourrait s'affranchir de la règle du consensus et permettre certains votes. La règle du consensus était au départ censée protéger les plus petits États contre d'éventuels diktats des mastodontes géopolitiques que sont la Chine, les États-Unis ou l'Europe. Et au fil du temps, cette règle du consensus s'est transformée en un vrai droit de veto pour les pays les moins ambitieux. Je pense qu'on pourrait aussi faire entrer d'autres acteurs dans les COP que les seuls gouvernements. Je pense à la société civile, je pense aux collectivités locales, je pense à certaines entreprises. Je pense qu'on pourrait permettre des coalitions sur certains points précis qui permettraient d'avancer davantage. Donc il y aurait plein de choses à faire pour les réformer. La difficulté, c'est la dépendance de sentier. C'est qu'il faudrait mettre tout le monde d'accord sur la manière de les réformer et que pour le moment, il n'y a aucun modèle qui fasse l'unanimité. Sans vouloir vous décourager, il y a un problème de taille pour des réformes, c'est qu'elles doivent être adoptées par consensus et c'est un peu donc le serpent qui se mord la queue, d'où l'importance aussi, selon les ONG, de la mobilisation de la société civile pour faire pression. La prochaine COP, dans un an, au Brésil, aura une grande importance
parce que notamment les pays vont devoir proposer une révision à la hausse des engagements climatiques qu'ils avaient pris dans le cadre de l'accord de Paris. Et en plus, il faudra sans doute y gérer le départ des États-Unis de cet accord. Le risque, évidemment, avec un retrait américain de l'accord de Paris, ça serait d'abord la possibilité d'un effet domino, et on voit bien le risque, bien entendu, que d'autres leaders nationalistes n'emboîtent le pas à Donald Trump. Et ce risque, il est évidemment accentué avec la déception de la COP29. Beaucoup de pays du Sud risquent de dire, eh bien, écoutez, vous n'avez refusé de nous donner l'argent qui aurait permis de revoir à la hausse nos ambitions, nos objectifs, et donc on ne va pas les revoir à la hausse tant que vous n'avez pas livré l'argent. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourrait faire dérailler la COP. La COP 30, c'est à la fois le retrait américain et la suffisance des financements fournis à la COP29. Nos deux experts s'accordent en tout cas sur la volonté de la présidence brésilienne, bien plus préparée et ambitieuse, d'aboutir sur un accord important. D'autant que les discussions vont continuer d'ici à la COP de Belém. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir suivi cet épisode. Sur le fil revient lundi.